Bonjour, mon nom est Éric Michaud, je suis conteur. Bienvenue à la maison Félix Leclerc. On se raconte des histoires aujourd'hui. Les contes de fées. Tu sais, on va se le dire, là, les contes de fées d'autrefois, c'était pas fait pour les enfants. C'était pas écrit par des enfants pour des enfants, c'était écrit par des adultes pour des adultes. Ça a changé, ça a bien changé. Puis vous savez ce que les contes de fées ont en commun? Il n'y a pas de fées dedans. C'est bien, bien rare qu'il y ait des fées dans un conte de fées. C'est ça l'affaire. Mais par contre, ce qui est bien avec les contes de fées, c'est qu'on retrouve ça, historiquement, là, il y a une valeur extraordinaire, c'est une fenêtre sur le passé. Ce que je dis souvent, c'est si on veut voir comment les gens vivent, regardez comment ils se racontent des histoires. Dans les contes de fées, on voit les statuts sociaux. On voit la place de la femme, la place des enfants, la place des domestiques, le premier-né, le cadet. On voit la place des rois, des reines, des princes, des paysans. On voit les actions quotidiennes aussi en même temps, les tâches qu'ils ont à faire, le côté dur de l'affaire, le côté il faut abandonner nos enfants, les famines, les maladies, les fléaux, les monstres, les forêts peurantes. On voit tout ça. Donc, ce qu'on voit avec les contes de fées, c'est vraiment une fenêtre vers le passé. Et puis, ben là, vous dites, ah ben parfait, on les connaît, les contes de fées. C'est pas la version que vous connaissez. La version que vous connaissez, c'est probablement la version de Disney. Disney a pris à peu près toutes les histoires de Disney, ce sont des contes qu'on connaît, qui ont été repris, des contes originaux que Disney a embellis, polissés, a arrangés pour que ça soit beau pour toute la famille. Mais la version originale, c'est autre chose. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui. Et je vous garantis au moins une victime par histoire. Tu sais, dans les contes de fées, ça se passe rarement bien, honnêtement. Si votre blonde vous dit « J'aimerais ça vivre un conte de fées », bien, donne-y un bout de pain puis va la perdre dans la forêt. Ça va être plus réaliste. Ah oui, vous ne me croyez pas? Bien, venez avec moi. Je vais vous raconter ces histoires-là, la version originale de ces histoires-là. Préparez-vous à entendre la véritable et terrifiante histoire des contes de fées. L'histoire que je vais vous raconter là, vous la connaissez par cœur, c'est le petit chaperon rouge. Bien, on la connaît par cœur parce que c'est probablement une des premières histoires qu'on se fait raconter quand on est un enfant. C'est aussi l'histoire la plus épeurante qu'on connaît quand on est un enfant. Tu sais, le bout, là, où les parties du corps, comme vous avez des grands yeux, des grands bras, des grands pieds, etc., puis elle arrive à la partie comme vous avez des grandes dents. On sait ce qui va se passer. On sait que là, elle va se faire manger. On peut voir la gueule du loup, on a peur quand on est enfant. C'est probablement le conte le plus épeurant qu'on connaisse. Puis ça, c'est la version qui est racontée à tous les enfants pour leur dire une morale. Bien, fais attention aux étrangers, puis sors pas du chemin, puis blablabla, puis blablabla. Parce qu'elle nous a été racontée plein de fois. Mais attention, cette histoire-là, il y en a des centaines de versions. Puis je vais vous raconter les deux les plus connues. La première, c'est avec un gars qui s'appelle Charles Perrault. Charles Perrault, au 17e siècle, est un homme, un aristocrate qui fréquente les salons à Paris et il y a une mode à Paris de se raconter des histoires dans les salons, des contes de fées. La vraie mode des contes de fées va commencer à Paris, dans les salons. Il y a des pauvres, il y a des riches et ça se raconte des histoires de contes de fées. Et en 1697, Charles Perrault va publier Les contes de ma mère Loi. Puis là-dedans, il y a Le petit chaperon rouge. Puis c'est un peu la version qu'on connaît. C'est-à-dire la galette et le petit pot de beurre qu'elle va porter. Elle porte un petit chaperon rouge parce que sa grand-mère a fait ça, puis elle a rien que ça à mettre, on dirait. Et puis là, elle arrive là-bas, puis là, elle rencontre le loup, puis là, la grand-mère, elle se fait manger, puis là, elle arrive là, puis la fameuse phrase, puis elle se fait manger, puis ça finit là. Il n'y a pas de chasseur qui vient la sauver. Il n'y a personne qui vient la sauver. La grand-mère, puis le petit chaperon rouge sont fait manger. Point final, sont mortes. Puis, ben, Perrault rajoute une morale là-dedans qui est, ben, hey les filles, c'est vraiment une morale pour les filles, là. Hey les filles, faites attention aux loups. Puis il parle bien sûr des hommes.
parce que les hommes sont épouvantables, c'est comme des loups. Puis on disait même au 17e siècle qu'une fille qui avait perdu sa virginité, on disait d'elle qu'elle avait vu le loup. Pourquoi le loup? Parce que les contes, non seulement sont une fenêtre vers le passé, mais en même temps, sont une fenêtre vers le présent du passé. Je m'explique. C'est-à-dire que si un conte se passe au 17e siècle, ça va être dans le quotidien du 17e siècle. Si un conte se passe au 20e siècle, bien, ça va être dans le quotidien du 20e siècle et ça représente bien, exactement, c'est un miroir de l'époque dans laquelle il se trouve. Au 17e siècle, les loups. Il y a des loups partout. Dans les forêts, c'est l'animal dans lequel on a peur et il y a des chasses aux loups. Il va y avoir plus que 1000 chasses aux loups qui vont se faire au 17e siècle. Il y a des loups qui rentrent dans la ville de Paris. Imaginez Paris, il y a des loups qui rentrent là. C'est la même époque aussi où il y a des enfants abandonnés. Un hasard, je ne sais pas. Mais les gens ont peur des loups. Alors, c'est le loup, le méchant dans l'histoire. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Les frères Grimm, en Allemagne, vont faire la collecte des contes au 19e siècle. En 1856, ils vont publier une version du Petit Chaperon Rouge qui ne s'appelle pas le Petit Chaperon Rouge, qui s'appelle le Petit Chapeau Rouge. Probablement par manque de budget, c'est le costume. Bien, c'est un peu la même affaire, sauf que c'est pas une galette et un petit pot de beurre. Non, elle va porter à sa grand-mère une bouteille de vin puis du gâteau. Je ne sais pas de quoi qu'elle est malade, la grand-mère, là, pour que le médicament soit une bouteille de vin puis du gâteau, probablement qu'elle est dépressive. Mais il part, le Petit Chaperon Rouge, elle part, puis elle rencontre le loup, même affaire, puis tu t'en vas où? M'en vas chez ma grand-mère, s'en va chez la grand-mère, bien, tout ça. Elle mange la grand-mère, mange le Petit Chaperon Rouge, puis là, mais là, ça finit pas là. Là, il y a un chasseur ou un bûcheron, dépendamment de la version, qui passe par là, qui voit que la porte de la grand-mère est ouverte, qui dit il doit se passer quelque chose, il entend ronfler. La grand-mère, elle ronfle pas de même. Je ne sais pas pourquoi il sait comment elle ronfle, la grand-mère. Il rentre là, il voit le loup, il le reconnaît. Apparemment, il y avait une histoire, ces deux-là. Puis là, il est sur le bord de tirer dans le ventre du loup, mais là, il dit « Hey, t'as coup que la grand-mère est dedans. » Logique de conte de fées, tu sais. Fait qu'il s'approche du loup, il pogne une paire de ciseaux, il ouvre le ventre du loup, il sort la grand-mère, il sort le Petit Chaperon Rouge. Le premier réflexe du Petit Chaperon Rouge, la première réaction, c'est « Ah, je suis content, il faisait noir là-dedans. » Tu sais, quand tu ne sais pas gérer tes émotions. La grand-mère, ça fait déjà une couple d'heures qu'elle est dans l'acide gastrique, elle est correcte quand même, c'est beau. Il met des roches dans le ventre du loup, elle referme ça, elle recoue ça. Le loup ne se réveille pas, rien. Tu sais, quand tu dors vraiment solide, là, c'est ça. Puis là, ben ils s'en vont. Le loup se réveille une couple d'heures plus tard, il arrive à sortir, il fait 3 pas, il tombe à terre écrasé par les roches, puis il meurt. Je ne me demande pas comment ça marche biologiquement, là, mais c'est ça. Mais tu vois la différence dans cette histoire-là, comparée à Charles Perrault, c'est que là, tout à coup, on a une figure paternelle. Là, elle s'en sort, mais grâce à un homme. Puis dans les contes de fées, c'est un petit peu comme ça. Remarquez bien, avec l'évolution. Prenez, mettons, les films de Disney, on y revient. Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon, tous des films faits dans les années 40. Bien, ils ont tous 3 points en commun qui montrent vraiment la réalité des années 40. C'est-à-dire, ce sont 3 femmes blanches qui ont besoin de se faire sauver par un homme blanc, riche. Une vision de la société nord-américaine des années 40. On revient au Petit Chaperon Rouge. Là, je vais vous ramener bien plus loin en arrière. On s'en va au 10e siècle. Et là, au 10e siècle, il y a une histoire du Petit Chaperon Rouge très, très semblable à ce que vous connaissez, qui tourne en France, mais surtout en Italie, va devenir très populaire en Italie. Ça s'appelle La fausse grand-mère, ou en italien, La finta nonna. Puis c'est un peu la même chose. Bien, c'est-à-dire que, bien, il y a une petite fille. D'ailleurs, dans l'histoire, elle ne s'appelle pas le Petit Chaperon Rouge, elle ne s'appelle pas le Petit Chapeau Rouge, elle n'a pas de nom, elle s'appelle juste la petite fille. Elle a à peu près 7 ans. Et là, on remonte loin en arrière. Voici la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge. Le petit chaperon rouge s'en allait dans le grand bois. Tire, tire, tire la chevillette, tire la chevillette, Sierra. On a tout entendu ça dans le Petit Chaperon Rouge, hein? Tire la chevillette et la bobinette Sierra. Bien, ça, il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. Là, on va se le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Très, très simple pour l'explication. La chevillette, c'est une espèce de petit morceau de bois qui est rentré dans la porte. La bobinette, c'est une affaire qui est par-dessus, qui est comme enclenchée. Là, il y a une corde. Là, tu tires sa corde, puis là, la bobinette, elle va serrer
chérir, ça vient du verbe choir, elle va tomber, tu comprends? Puis là, la porte est ouverte. C'est une façon de dire, hey, la porte est débarrée. D'ailleurs, dans la version des frères Grimm, eux autres, ils vont juste utiliser appuie, ça acclenche. Ils ont simplifié la patente. Alors, dans cette version-là, ben ça commence pas, le petit chaperon rouge est chez elle, puis la grand-mère est chez elle, sont ensemble, sont dans un champ. Puis là, les deux marchent dans le champ, puis ils se promènent, puis comme ça. Puis à un moment donné, ben la grand-mère est comme tannée. Elle dit à la petite fille, elle dit hey, petite fille, je m'en vais à la maison. J'ai des affaires de grand-mère à faire, là, comme aller tricoter un chandail en cotte de maille avec une tête de chevreuil dessus. Là. Viens me rejoindre tantôt, puis apporte-moi de la soupe. Puis la grand-mère, elle s'en va. Pendant ça, là, la petite fille, elle se promène dans le champ. Puis à un moment donné, ben, elle dit il faudrait bien que j'aille voir ma grand-mère. Mais là, où c'est qu'elle trouve la soupe dans un champ, je ne sais pas. Y a-tu des charrettes de type food truck qui passent par là? Dans quel genre de container qu'ils mettent ça? Je ne sais pas. Elle a un petit chaudron de soupe, puis elle part voir sa grand-mère. Puis en chemin, ben, elle rencontre une ogresse. C'est quoi une ogresse? La femelle de l'ogre. Ah ouais, pourquoi une ogresse, puis pourquoi pas un loup? Parce que je vous l'ai dit tantôt, les contes de fées vont toujours être dans leur époque. Les contes de fées vont toujours être dans leur situation. Eh bien, au 10e siècle, ce pas les loups qui font peur. Voici le contexte historique. Au 10e siècle, les Hongrois se font chasser d'Asie par les Arabes. Longue histoire. Et puis là, ils arrivent en Allemagne, en France, en Italie, et ils font des ravages. Ils incendient les villes, ils massacrent les habitants, ils pillent les villages, ils terrorisent l'Europe. Et le mot ogre vient du mot hongrois. Donc, on a peur de l'ogre. C'est devenu le monstre. Donc, dans ce temps-là, les ogresses se promenaient dans le champ. Elle rencontre la petite fille, puis elle dit comme ça « Salut, petite fille! » Tu fais hey, « Comment ça? Vous savez mon nom? » Ben, elle dit « Je te voyais comme ça, là. » Mais elle, dans sa tête, elle avait bien le goût de la manger, mais elle ne pouvait pas. Parce qu'alentour, il y avait des paysans pas trop loin, puis apparemment, ça crée un malaise de manger un enfant en public. Puis elle dit « Où c'est que tu t'en vas comme ça? » Elle dit « Ben, je m'en vais chez ma grand-mère, elle est malade. » « Ah ouais, où c'est qu'elle reste ta grand-mère? » Puis là, la petite fille fait l'erreur qu'il ne faut jamais faire dans un conte de fées, c'est-à-dire donner son adresse au méchant de l'histoire. Elle dit « Ma grand-mère, elle reste à l'orée de la forêt, là-bas, entre deux grands chênes puis des tilleuls, la porte n'est pas barrée. » Tu sais? Fait que le gars, ça dit « Ben, quel chemin tu vas prendre, toi? Il y a un petit ruisseau ici, là, facile à traverser avec des pierres plates, ou il y a un champ avec plein d'épines. Quel chemin tu vas prendre? » Elle dit, comme il y en a un des deux, que c'est un champ plein d'épines, elle dit, ben, elle va prendre le ruisseau. Ah, OK. Hey, moi, il faut que j'y aille, que dit l'ogresse. Mais pourquoi tu ne cueilles pas des fleurs à ta grand-mère, là, ça serait fin, il me semble, de faire ça. Puis là, l'ogresse, elle pique à travers le champ plein d'épines. Ah, ça lui fait mal, ça fait graffiner tout, mais elle pense au délicieux repas de grand-mère qui l'attend carrément. Eh bien, pendant ce temps-là, ben, la petite fille, elle ramasse des fleurs puis tout. Et puis là, finalement, l'ogresse arrive à la maison de la grand-mère. Elle cogne à la porte. « Tire la chevillette, la bobinette chère! » Fait qu'elle tire sa corde, la porte est débarrée. Puis là, tenez-vous bien, OK? On rentre dans le bout juteux de l'histoire. OK? Mettez votre masque, mettez vos gants, puis préparez-vous un plat à vomi, là. On y va. En rentrant, elle saute sa grand-mère, puis elle la tuse. Puis attends, elle ouvre le ventre, elle sort ses intestins. Puis là, elle va remplacer la ficelle, la chevillette, par les intestins de la grand-mère. Parce que. Puis là, elle arrache les joues, elle met les deux morceaux de viande sur le comptoir. Elle arrache les dents, elle met ça dans un pot. Elle décapite, elle enlève la tête, elle verse le sang dans une bouteille de vin vide, met ça sur la table, mange le reste, va se coucher dans le lit en attendant la petite fille. Du travail de pro.
Mais là, c'est long avant que la petite fille arrive. Probablement qu'elle souffre d'un déficit d'attention. Elle ramasse une petite fleur, puis il y en a une plus belle là, puis elle va la ramasser là, puis là, il y a une plus belle fleur là, elle va aller la ramasser. Un champignon, regarde, un oiseau, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là? Le temps qu'elle arrive, on est à la brunante. Ça, c'est le coucher du soleil. Cogne à la porte, toc, toc, toc. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Elle tire sur les intestins de sa grand-mère. Imaginez le son, là. Ah, grand-maman, c'est donc ben de la merde, ta corde de chevillette! Et elle avait raison. Elle rentre, puis là, elle met le chaudron de soupe sur la table, puis là, elle dit « Grand-maman, j'ai faim, as-tu quelque chose à manger? » Sans penser au chaudron de soupe qu'elle venait juste d'emmener, probablement parce que, tu sais, c'était frette. Puis il y avait comme, tu sais, la petite pourridée dessus que personne ne veut manger, là. Puis là, ben, le Grèce dans le lit, dans la chambre, elle répond sûrement en se retenant de rire, là. Il y a du riz pas cuit dans le pot qui est dans la cuisine. Du riz pas cuit? Oh, c'est la collation idéale pour toute jeune fille! Fait qu'elle s'en va chercher le pot, puis elle fouille dedans, puis elle mange ça, tu sais. Mais c'est pas tout à fait la même texture qu'elle espérait du riz, puis des dents de grand-mère. Elle mange ça, tu sais, dur, elle mange tout le pot, elle a encore faim. Parce que c'est pas aussi nourrissant qu'on pense des dents d'aînés. Elle voit les 2 morceaux de viande sur le comptoir, elle mange ça cru de même, du tartare, quelqu'un. Elle mange ça comme ça. Puis là, elle a soif, fait qu'elle boit le vin qui est dans la bouteille, parce que déjà, au Moyen-Âge, c'était mieux que de boire de l'eau. Puis là, ben, elle est fatiguée. Elle dit « Grand-maman, je suis un peu fatiguée. » Elle dit « Garde, enlève tes vêtements, puis viens te coucher avec moi. » Là, si tu trouves ça weird, là, attends. Non seulement elle lui dit ça comme ça, mais en passant, juste avant, il se passe une petite scène bien étrange. Que j'ai oublié de te dire parce que à date, tout était normal, tu sais. Juste comme elle a fini de manger, il y a un chat sur le bord de la fenêtre qui est là puis qui parle, parce que ça se peut, qui dit comme ça « C'est une salope, celle qui mange la chair de sa grand-mère. » Fin de cette citation complètement inutile à l'histoire. Elle dit « Bon, ben, viens te coucher avec moi, enlève tes vêtements, viens te coucher avec moi. » Ça, c'est le bout pas trop pire. Ce qu'elle lui dit vraiment, c'est « Enlève tes vêtements un par un, puis brûle-les, t'en auras plus de besoin. » Je ne sais pas si, comme moi, vous avez un frisson de terreur. Si ta grand-mère t'a dit ça, méfie-toi. Elle enlève ses vêtements, les brûle, va se coucher avec la grand-mère. Mais il fait noir, là. Fait qu'elle ne se rend pas trop compte là, des changements, mais elle a avoué quelques changements et commence le fameux dialogue qu'on connaît, mais un petit peu différent. « Grand-maman, grand-maman, comme vous avez des grands pieds. » Elle lui répond, « C'est parce que j'ai beaucoup marché, mon enfant. » Le Grèce n'a aucune idée de comment fonctionne l'anatomie humaine. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu marches plus que tes pieds deviennent plus grands. T'sais. Comme vous avez des grands bras, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Comme vous avez des grands yeux, c'est parce que j'ai beaucoup vu des affaires. Comme vous êtes poilu, ça vient avec l'âge. Puis là, elle arrive à comme vous avez de grandes dents. Et comme le Grèce allait répondre, c'est parce que j'ai mangé beaucoup de petites filles, tu sais, c'est la logique. Il arrive rien. Parce que la petite fille n'a jamais dit cette phrase-là. Comme au moment où elle allait dire, comme vous avez des grandes dents, elle se rend compte, là, que c'est peut-être pas sa grand-mère. Tu sais, parce que d'un compte, le monde, ça comprend vite. Là, il faut qu'elle s'en sorte. Puis vite. Fait que là, elle trouve l'excuse que tous les enfants trouvent quand ils veulent se sortir d'une situation ou retarder un événement. J'ai envie pipi. Tu sais, voilà. Mais là, le Grèce a dit, ben là, pas là, là. On était rendu au bon bout de l'histoire, là. Tu peux-tu te retenir? Non, j'ai vraiment envie pipi. Il faut y aller maintenant. Tu n'aurais pas pu y aller au début de l'histoire. Ben oui, mais là, j'ai envie pipi tout de suite. Et là, le Grèce dit quelque chose que personne ne s'attendait à. Fais-les dans le lit. Ouais, je sais. La petite fille, elle a eu la même réaction que vous autres. Yark, non, c'est dégueulasse. Je vais aller dehors au moins. Mais là, le Grèce qui pense encore que la petite fille pense encore que c'est sa grand-mère, elle dit, garde, je veux pas que tu te perdes. Je vais t'attacher une petite corde alentour de la cheville pour pas que tu te perdes. Parce que c'est sûr, tu sais, la petite fille a traversé toute la forêt, elle est dans le champ toute seule, elle s'est pas perdue, jusqu'à date, tout va bien, mais tu sais, elle pourrait se perdre juste sur le bord de la maison.
attache un bout de ficelle. La petite fille, elle sort dehors. Puis rendue dehors, ben c'est sûr, hein, elle se détache, elle attache la ficelle après un arbre, puis elle se sauve. Mais là, l'ogresse, elle trouve que c'est long. Puis là, elle écrit de dehors une phrase typique de grand-mère, et je cite, « T'es-tu en train de chier un tas? » Fin de cette citation absolument inutile encore une fois. Et là, tu sais, ça accorde, elle voit bien que ça revient pas. Ah ben, elle sort dehors, elle voit qu'elle s'est sauvée, la petite fille, elle part en courant après. Là, imaginez la scène. Une ogresse, au clair de la lune, qui court après une petite fille tout nue dans le milieu de la nuit. Vous avez l'image? Parfait. Juste au moment où elle allait rattraper la petite fille rentre chez elle, ferme la porte, barre la porte, et l'ogresse arrête. Et décide de laisser la petite fille tranquille pour le reste de ses jours, parce qu'elle est persévérante. Fin de l'histoire. Ben ouais, là, tu te dis, attends, là, ça finit vraiment de même? Oui. Puis tu sais, on se dit, c'est bien correct cette affaire-là, mais ça finit mal pour la grand-mère et ça finit mal pour la grand-mère. Fait que la morale, là, c'est, allez donc voir votre grand-mère. Hein? Elle est peut-être toute seule à quelque part. Amenez-y de la soupe, puis racontez-lui une histoire. Peut-être pas celle-là. Mais en attendant, en pleine forêt, à quelque part, il y a longtemps, il y a une maison abandonnée, avec des intestins de grand-mère dans la porte. Peu importe ce que vous retenez de l'histoire, vous ne verrez plus jamais une poignée de porte de la même façon. Le petit chaperon rouge s'en allait dans le grand bois. Tire, tire, tire la chevillette, tire la chevillette, chéra. Salut, ici Marjorie Vallée. Je tiens à vous dire que c'est important de continuer à encourager nos entreprises locales. En plus, la plupart d'entre elles continuent à offrir des produits et des services en ligne et par téléphone livrés chez vous et sans contact. Vous vous dirigez sur le site web achatlocalvs.com et vous allez trouver tous les outils pour consommer chez nous, pour consommer local. C'est important pour moi de faire ma part et d'encourager la diversité économique de ma région. Et vous, le faites-vous? Bonjour, je vous attendais avec impatience. Allons voir quel indice nous avons aujourd'hui. Oh! C'est lourd. C'est très lourd. On dirait, mais oui, c'est un œuf de montagne. Un œuf de montagne, c'est très fragile. Il faut y faire attention. Le semeur de montagne, un homme peu commun, il faut le dire, possédait un don unique qui lui permettait de cueillir des œufs de montagne. Il les semait lui-même, moyennant un bon prix. Ce prix n'était pas d'or ou d'argent, mais de denrées, de nourriture. Et oui, on devait égaler le poids de l'œuf en denrées. Rien de moins, rien de plus. Ce qui permettait aux semeurs de montagne de subsister. Il tenait ses œufs d'une montagne, celle de Rigaud. Oh, je me dois de vous dire qu'elle est la plus ancienne des montagnes. En fait, elle est la mère des montagnes. Le semeur venait chercher ses œufs ici, en un endroit qu'on nomme aujourd'hui le champ de Guéret.
Avant lui, plusieurs générations de semeurs de montagne avaient endimanché le continent, donnant le relief que l'on connaît aujourd'hui. Rigaud possédait la seule et unique montagne pondeuse au monde. Mais depuis qu'il n'y a plus de semeurs de montagne, les œufs attendent ici, dans un état latent. Certains sont cassés, d'autres ne sont plus fertiles car le temps a eu raison d'eux. Mais certains subsistent encore. Les semeurs de montagne, quand ils semaient une montagne, ce n'était pas pour toute la vie. Une montagne, il faut qu'elle soit entretenue, sinon elle disparaît au bout de millions d'années. Semer une montagne comprenait des risques, et je me dois de bien le préciser. Si vous n'étiez pas un vrai semeur de montagne, avec le don qui allait avec, eh bien, l'œuf que vous aviez choisi ne pouvait pas éclore et porter malheur. Sans les paroles magiques du semeur, vous courriez à la catastrophe. On ne peut pas semer des montagnes n'importe où. Seul un semeur de montagne peut dire si oui ou non un endroit est propice à recevoir une montagne. Le rituel de l'éclosion à la mise en terre était très sérieux et dangereux. Certains en sont morts. Car il arrivait que la montagne grandisse d'un seul coup, en écrasant plus d'un et en détruisant tout autour d'elle. Aujourd'hui, semeur de montagne est un métier complètement oublié. Une légende raconte que le dernier semeur de montagne, un dénommé Vasimolo, aurait disparu parce que plus personne n'achetait de montagne. Il s'en est allé, recyclé en un tout autre métier. Allez savoir lequel. Plus personne ne l'a revu. Mais la rumeur court qu'il pourrait revenir, si et seulement si on arrêtait de gruger les montagnes, les percer, les aplanir et plus encore, en faire exploser des morceaux. Mais vous savez, jour après jour, on protège de mieux en mieux les montagnes. Peut-être verrons-nous le semeur revenir. Il y a encore plein d'œufs ici, à Rigaud, qui attendent d'être semés. Moi, je vais aller remettre cet œuf sur la montagne, car on ne sait jamais. Je vous dis bisous, les amis. Et n'oubliez pas qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Au revoir!